Du point de vue de l'histoire du travail, il est acté de la part des historiennes, mais c'est pas forcément assez connu dans le public, je trouve, le fait que les femmes travaillent. Les femmes travaillent au Moyen-Âge et les femmes travaillent dans quasiment tous les milieux de la société et elles travaillent dans quasiment tous les secteurs d'activité. Il faut abandonner l'idée selon laquelle les femmes ne travaillent pas, tout simplement parce que pour ne pas travailler, il faut avoir les moyens de se le permettre et c'est pas le cas de la plupart des foyers médiévaux. Alors, le contexte de ma thèse, c'est l'Italie de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, les 2 derniers siècles du Moyen-Âge, et je m'intéresse plus particulièrement à la ville de Padoue, qui est une cité d'à peu près 30 000 habitants à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Venise. Mon sujet s'intéresse à la participation des femmes à la vie économique de la cité de Padoue. Donc je débute en 1348, ou du moins dans les années 1340, parce que 1348, c'est notamment l'arrivée de la grande peste noire en Europe, qui emporte entre un tiers et la moitié de la population européenne. Donc ça a des conséquences assez colossales sur la démographie, sur les relations économiques, sur aussi les structures familiales. Et je m'arrête au mi-temps, au milieu du XVe siècle. Plus précisément par participation économique, en fait, j'ai une approche assez large de la chose, c'est-à-dire que je m'intéresse à toutes les formes de circulation financières, de terres, de biens, auxquelles les femmes peuvent participer, quelles qu'elles soient. J'essaie d'articuler ensemble à la fois les travaux des historiennes qui ont étudié la dot, c'est-à-dire la somme d'argent qu'une femme doit apporter pour conclure un mariage légitime, mais aussi tout le travail des historiennes du travail féminin au Moyen-Âge. À cela, ajouter également notamment l'historiographie du crédit, de la pratique du prêt à intérêt, du prêt à usure, ainsi que un petit peu d'historiographie de la consommation et de la culture matérielle, c'est-à-dire des objets qu'on achetait, qu'on échangeait, qu'on vendait, qu'on mettait en gage. C'est une thèse qui est très gourmande en lecture d'archives. Le noyau de base dont je suis partie, ce sont des archives notariées, c'est-à-dire des actes de notaire que je traite à la fois de manière qualitative, c'est-à-dire que je vais y chercher des exemples sur « Ah tiens, on voit que dans telle situation, telle femme pratique du crédit en même temps qu'une activité salariée ». Et je mène également des analyses quantitatives dessus. C'est-à-dire que j'ai créé 2 bases de données à partir de ces actes notariés. La première, c'est une base de données de testaments, de 650 testaments instrumentés sur toute ma période, pour essayer de voir quelles sont les différentes dynamiques dans les choix d'héritiers et quelles sont les variations en fonction du genre de la personne qui fait le testament, en fonction du milieu social de la personne qui fait le testament, étudier toutes ces variations. Et j'ai constitué une deuxième base de données, qui elle est une base de données de contrat de dot, c'est-à-dire la charte dans laquelle on inscrit combien d'argent une femme apporte dans un mariage, et quelles sont les conditions pour notamment la restitution de cet argent. Ça permet de se rendre compte notamment de combien vaut une femme, en réalité, en fonction du milieu social. Qu'est-ce qu'on attend qu'elle apporte comme argent en fonction de si elle est fille d'artisan ou fille de grand aristocrate. J'ajoute également des sources normatives, c'est-à-dire des lois. Les lois de la ville, c'est ce qu'on appelle des statuts. Je vais également ajouter 2 autres sources, des statuts de corporation, c'est-à-dire des règlements des corps de métier qui encadrent la pratique d'un métier. Et enfin, la dernière source que j'utilise, ce sont des déclarations fiscales. Les lois de la ville et les lois sur la succession, les lois successorales, excluent de plus en plus rigoureusement les femmes de la succession. Au début, elles vont dire les filles ne peuvent pas hériter s'il y a un frère, puis petit à petit s'il y a un frère et un oncle, puis petit à petit s'il y a un frère et un oncle et un cousin, jusqu'au 3e degré, et on commence à aller chercher vraiment loin. Et le seul type de patrimoine qu'on garantit de plus en plus fermement en droit aux femmes, c'est la dot. Ça dit quelque chose de la place que le droit essaie d'assigner aux femmes dans la société. C'est-à-dire que ce qui est attendu d'elles, c'est d'abord et avant tout qu'elles deviennent des épouses, des femmes mariées et des mères de famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lorsqu'on confronte ce droit avec la réalité des pratiques dans les testaments, eh bien on se rend compte que le droit n'est pas du tout appliqué. On réalise très rapidement que les parents qui n'ont pas de fils mais qui ont une fille vont quasi toujours, en tout cas dans les milieux artisans, dans les milieux populaires, lorsqu'il y a quelque chose à léguer et pas de fils, on va préférer donner à une fille plutôt que donner à un oncle, un frère, un cousin éloigné qui vit pas avec nous, qu'on connaît pas forcément. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque le couple n'a pas d'enfant, il est très fréquent que le mari nomme son épouse comme héritière. La première raison, c'est que
si elle est propriétaire des biens, elle ne va pas réclamer sa dot. Mais on peut y voir aussi une explication moins cynique qui n'est pas forcément exclusive, qui est que l'époux tient à ce que son épouse vive bien, réellement. Et il considère que l'épouse ayant travaillé avec lui, elle est légitime à recevoir l'héritage qu'ils ont construit ensemble. Je trouve que c'est très intéressant d'étudier l'histoire des femmes à la fin du Moyen-Âge pour la même raison que je trouve que c'est passionnant d'étudier le Moyen-Âge en général. C'est pour... je trouve que le Moyen-Âge a cette capacité à être à la fois étrangement proche. Il nous évoque des choses, il nous fait penser à des ramifications anciennes de réalités qu'on connaît. Et il permet de faire des ponts avec notre réalité actuelle. Par exemple, sur l'invisibilisation du travail féminin mal reconnu et mal payé en milieu urbain. Et en même temps, je parle de choses qui se sont passées il y a 600 ans et qui se sont passées dans un cadre culturel radicalement différent. Et c'est ce décalage entre le connu et l'inconnu que je trouve fascinant dans l'histoire des femmes de la fin du Moyen-Âge et dans le Moyen-Âge en général.